Je suis arrivée au métier de graveur par un goût prononcé pour les arts graphiques et le dessin. Et au début, je me prédestinais à être prof d'art plastique et en cours d'études à la faculté, j'ai fait partie d'un atelier de gravure qui m'a donné vraiment le goût pour le travail du métal, pour obtenir une image imprimée. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier, ça a été une révélation quelque part et du coup j'ai intégré l'école Estienne où j'ai passé un diplôme de métier d'art donc en gravure, option gravure. Et c'était à la fin du siècle dernier, en 1999. Et à la suite de quoi, donc j'ai envoyé tout un tas de candidatures spontanées aux différentes institutions qui pratiquent encore la gravure, donc comme l'imprimerie des timbres poste, l'imprimerie des billets, l'imprimerie nationale, et puis la Monnaie de Paris, et puis bon, voilà, d'autres entreprises. Et j'ai travaillé pendant 4 ans. Ils avaient gardé ma candidature spontanée et Filaposte m'a appelé en 2004 pour que je vienne passer un entretien pour succéder aux graveurs qui allaient partir à la retraite, donc Claude Jumelé et Jackie Larivière. Donc j'ai été embauchée en 2004 et j'ai été formée pendant 2 ans avec Jackie et Claude qui m'ont appris les rudiments de la gravure et les astuces, les petits secrets de fabrication, qui m'ont mis sur rail de la création de timbres gravés, qui est quand même une spécificité. C'est vraiment particulier, c'est pas parce qu'on sort de l'école et qu'on a appris la gravure qu'on sait faire ça. Donc il faut savoir déjà faire décomposer des maquettes pour l'impression taille douce qui est en usage à l'imprimerie des timbres. Et ensuite, cette maquette décomposée, elle sera donc photographiée sur un bloc en acier qu'on va venir graver. Donc c'est un bloc comme ça et on travaille avec des outils qui sont des burins. Donc c'est de la taille douce, par opposition à l'eau forte qui est l'ancien nom pour l'acide, parce que c'est une des possibilités dans la gravure, c'est de pouvoir attaquer le métal avec l'acide. Il y a plein de possibilités en fait. On peut l'attaquer avec du fraisage, avec du laser. Et là, en l'occurrence, c'est un procédé totalement manuel, donc avec des burins, échoppes, onglettes. Voilà. Donc, le Claude Jumelé que vous voyez donc là, au fond, hop, complètement à gauche, au fond, la tête dans les binoculaires est en train de graver un timbre. Et devant, il y a Jackie Larivière, donc ça a été donc mes deux formateurs, entre guillemets. Et il a à peu près 500-600 timbres à son actif. Je pense que Jackie, c'est à peu près pareil, dans les 500. Et ils ont passé donc 40 ans à l'imprimerie des timbres à Boulazac, en Dordogne, là où est située l'imprimerie des timbres Poste. Donc il a ouvert la voie vraiment du graveur PTT artiste, c'est-à-dire qu'avant lui, on le voit sur la plaque, il y a des graveurs, mais qui intervenaient à titre de retouche, de cliché, parce que toute la chaîne de fabrication était essentiellement mécanique. Donc il y avait besoin d'intervention d'artistes. Donc c'est un métier qui n'a cessé d'évoluer. Et moi, quand j'y étais, le rôle du graveur était essentiellement un rôle d'expertise technique, de retouche, bien sûr, de poinçons des fournisseurs extérieurs, parce qu'il y a plusieurs graveurs qui interviennent pour la poste. Et puis, j'ai aussi participé beaucoup à la numérisation des poinçons gravés, j'ai nettoyé les fichiers, j'ai fait pas mal de gravures assistées par ordinateur et des créations numériques aussi. On préparait enfin c'était le pré-presse du timbre gravé. Et à l'imprimerie, on n'analysait pas seulement les timbres, on analysait aussi tout ce qui était valeur fiduciaire. Donc il y a des choses aussi très en marge qui sont en taille douce. Donc c'est la technologie qui consiste à graver, faire des ciselures sur la surface du métal. Donc avec des petits burins, voilà, on vient faire des ciselures dans le métal pour rendre compte d'un motif.
Donc j'ai passé 16 années assez magiques à l'imprimerie. J'ai adoré y travailler. J'ai grandi grâce à Fil à Poste et je n'ai cessé de travailler. J'ai fait beaucoup, beaucoup de timbres. Alors sur un statut d'artiste aussi, donc j'en suis à peu près 250 timbres peut-être. Je les compte pas, mais voilà, c'est à peu près le schéma. Donc je suis aussi dans une dynamique où je suis pas du tout après moi le déluge. Du coup, j'ai beaucoup poussé à l'intégration de nouveaux graveurs dans le giron des créateurs de timbres poste. Donc j'ai favorisé la réalisation de tests pour des gens comme Line Filon, Louis Boursier, Christophe Laborde, enfin, toute la jeune génération de graveurs. Et j'ai travaillé à un moment avec Pierre, que vous voyez à droite, Pierre Barra. Et on montre la plaque qu'on appelait avec humour la plaque du monument aux morts. Voilà, bon, c'était parce on est un peu cynique, c'est une déformation du métier, mais voilà, c'est très sympa. Voilà. Donc, je continue aussi à avoir des relations assez privilégiées avec les artistes parce que je suis vice-présidente de l'association Art du Timbre Gravé avec Sophie Beaujard, et dont le président est Pascal Rabier. Et on œuvre actuellement à l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour inscrire la taille douce au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Donc on espère que ça va se faire. A priori, c'est sur la bonne voie. Donc, ce soir, je vais vous parler évidemment de la gravure de timbre et je vais focuser sur deux projets qui m'ont été très heureux. C'est deux projets très complets où en vrai, tout s'est vraiment bien passé dans le déroulement des validations, dans la création. Et c'est des projets aussi très riches parce que c'est le summum quand on est un créateur de timbres de pouvoir faire aussi la gamme complète des produits dérivés. Voilà, donc il s'agit d'abord, je vais vous parler du timbre sur le centenaire du Théâtre des Champs-Élysées, qui est une merveille. Alors je l'ai découvert avec la création du timbre. Il s'agit d'un bâtiment qui se situe avenue Montaigne à Paris, qui est une salle de spectacle très très prestigieuse. Et ce bâtiment a fêté son anniversaire en 2013, ça faisait 100 ans qu'il était construit. Il comporte le théâtre, la comédie et le studio, qui est une salle d'art et d'essai. Et ce bâtiment a été conçu par un concours de plein d'artistes. C'est en ça qu'il est intéressant. Il y a par exemple les frères Perret, qui sont des architectes précurseurs du béton armé, qui ont fait l'ensemble des fondations. Et ils ont travaillé en collaboration avec Antoine Bourdelle, qui a qui a sculpté en marbre la fresque qui se situe tout en haut. C'est Antoine Bourdelle, voilà, avec ses bas-reliefs. Il y en a aussi à l'intérieur du hall. Il y a à droite, vous voyez, il y a les fresques peintes sur la coupole qui sont faites par Maurice Denis et Édouard Vuillard. Donc, il y a aussi René Lalique qui a participé pour tout ce qui est lustre. Donc c'est vraiment un bâtiment où il m'a pas été du tout difficile de trouver de l'iconographie, des sujets pour illustrer. Et en plus j'ai eu la chance d'être invitée sur place par le directeur Monsieur Destrem pour venir m'imprégner de lieux et puis faire des photos. Et avec une équipe de Fil à Poste, on y a passé la matinée, donc c'était super comme entrée en matière. Je suis revenue avec plein de photos et j'ai fait des maquettes. Donc d'abord, pour faire une maquette, on part d'un dessin. Ça, c'est la base. Enfin, en ce qui me concerne, après, je ne sais pas les autres, mais en tant que créateur, voilà, on fait un dessin qu'on va ensuite coloriser. Donc le dessin est fait à la main souvent, puis après, on se sert des matériaux modernes, actuels, Photoshop. Et après, on agence tout ce qui est lettrage et les chartes graphiques. Donc, hop, voilà, ça, c'est les projets refusés, entre autres. Donc, on voit que j'ai proposé toute une déclinaison colorée
voilà, j'ai fait des constructions aussi en opposant les arrondis et les architectures un peu anguleuses. Dans le cahier des charges, il n'y avait pas vraiment de spécification par rapport au format. C'était un peu libre. La seule chose, c'est qu'il fallait mettre en avant une partie dorée, en l'occurrence pour les fenêtres, qui sont réellement dorées. Donc, c'était la première fois que Filaposte utilisait l'encre taille douce dorée. Et donc, il fallait respecter ça. Et puis rendre compte aussi, bien sûr, du côté un peu dépouillé, un peu sobre du bâtiment. Bon, en l'occurrence, ces maquettes n'ont pas été choisies parce qu'elles ne le sont pas. Celle-ci non plus, parce que sûrement que voilà, c'est trop chargé. Bon, après, c'était important pour moi de montrer l'intérieur, l'extérieur, de proposer plusieurs possibilités. Et après, voilà, la maquette qui a été choisie, c'est la plus dépouillée, la plus sobre. Et les fenêtres sont gravées donc en taille douce indirecte. Elles viennent être imprimées sous la taille douce directe. Donc on voit la décomposition à droite. Donc ça vibre en fait. C'est ça qui est très intéressant. C'est que il y a du mouvement quoi. Quand on bouge la feuille, ça vibre. Donc là, vous voyez l'installation que j'avais à Filaposte à Boulazac, donc avec ma boîte d'outils. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on grave avec des loupes binoculaires parce qu'on grave à échelle 1, même si on fait la maquette en relief. Voilà. Donc là, vous voyez bien à quel point c'est brillant et ça reflète la partie dorée des fenêtres. Alors, ça, c'est les timbres à date aussi. Comme j'ai eu la gamme complète philatélique à faire, voilà les timbres à date. Le projet retenu le plus sobre, à droite. Vive la sobriété, moi, ça me va très, très bien. Ça, c'est le prêt-à-poster. Donc là, j'avais carte blanche, sachant qu'il fallait quand même que je fasse une carte ajourée. Donc là, c'est l'illustration de l'enveloppe. Donc, ça reprend à l'intérieur le hall central où il y a encore des fresques de Bourdelle en marbre. Voilà, donc c'est un peu dans la lignée un peu sobre du timbre. Et là, pour le coup, c'est vraiment fun. J'ai voulu reprendre, comme vous voyez à gauche, tout ce qui est tissu intérieur du théâtre. Donc là, ça a été de la sérigraphie imprimée sur du papier velours. Donc il y a une réelle opposition entre deux textures quand on touche et visuellement aussi, c'est très intéressant. Donc c'était un prêt-à-poster un peu fun, un peu luxe, qui a été vendu au premier jour. Donc le travail du timbre a été fait en fin 2012 et le directeur du Théâtre des Champs-Élysées est venu signer le BAT à l'imprimerie en janvier 2013 et le timbre a été émis en avril 2013. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire un projet de timbre. Donc là, on voit aussi la fresque en plus grande, Antoine Bourdelle, le dessin que j'ai fait au trait qui a été gravé sur le document philatélique. Et pour clore l'opération, il y a toujours un premier jour d'émission où tous les produits sortent. Il y a une oblitération qui n'est que ce jour-là. Et donc là, en l'occurrence, ce qui plaît beaucoup aux philatélistes, c'est les premiers jours sur place, sur les lieux qui ont été timbrifiés. Donc le Théâtre des Champs-Élysées a ressorti toutes les affiches d'époque de l'ouverture. Et il y a eu une vraie fête. C'est-à-dire que le directeur étant ami avec tout un tas de gens assez bien placés à Paris, il a fait sortir les voitures de l'usine Renault qui date de 1913. Et le soir, il a demandé au directeur au gérant de la Tour Eiffel de diriger le faisceau sur la façade des Champs-Élysées, du Théâtre des Champs-Élysées. Et du coup, c'était une superbe fête. Voilà pour le Théâtre des Champs-Élysées. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre projet qui m'a aussi beaucoup plu à faire.
Pareil, j'ai fait la gamme complète de produits, donc c'est aussi un petit clin d'œil au musée de la Poste parce que ils m'ont invité ce soir et moi je suis très contente de pouvoir parler de mon métier ancien et actuel parce que je continue aussi à travailler en indépendante pour le timbre, même si bah voilà, je suis plus à l'imprimerie des timbres, je suis à la Banque de France où je fais des filigranes. Pareil, je remplace un graveur qui est parti à la retraite et du coup, bah, ça fait plus d'un an où je travaille dans le Puy-de-Dôme au service des billets de banque. Voilà, donc le timbre du musée de la Poste, ça a été une aventure assez amusante en fait. J'ai été contactée en 2017 pour faire des maquettes. Donc en l'occurrence, on doit réaliser au minimum 3 maquettes quand on fait un projet de timbre. Et là, j'étais mise en concurrence avec 5 autres artistes graveurs. Et parce que c'était un gros truc pour la Poste de fêter la réouverture du musée. Donc ils ont choisi de faire une mise en concurrence. Donc dans le jury de cette mise en concurrence, il y avait les architectes qui s'occupaient de la rénovation, qui ont répondu à l'appel d'offres européen qui a eu lieu en 2012. Et c'est les ateliers Young Architects. Et dans le jury, il y avait aussi des gens du musée de la Poste et des gens de Philaposte. Donc, comme matériaux pour faire les maquettes, on a eu des images virtuelles de Young Architect, de ce que serait bah, le bâtiment une fois rénové. Et j'avais aussi bah, forcément le cahier des charges avec entière liberté au niveau des formats. Et juste, il fallait rendre compte de la nouvelle identité du musée. Donc, voilà, j'ai été... qu'est-ce que... Ouais, j'ai travaillé. Donc en fait, voilà, au niveau de ma démarche de création, je me suis inspirée du dossier d'architecte, je l'ai lu et puis j'ai surligné, j'ai extrait du dossier d'architecte des concepts qui me semblaient édifiants par rapport à cette nouvelle identité. Donc il y a des mots qui me sont tombés sous le sens, voilà, comme transparence, décloisonnement, circulation verticale, flux entre les collections, totem. Alors le totem, c'est ce puits de lumière qui en fait fait une espèce de grande cage d'escalier où sont suspendus des objets postaux, aussi bien des moyens de locomotion qui traversent les âges pour la poste. Alors ça va de la pirogue ou à la diligence. Je crois qu'il y a aussi des sacoches de postiers. Enfin, il y a tout un tas d'objets qui sont emblématiques de la Poste et qui, en fait, viennent faire du lien entre les étages parce que ce musée était quand même pas forcément hyper facile au niveau de la circulation avant. Alors déjà que la façade est aveugle, il n'y a pas de fenêtre sur le devant et ensuite il fallait monter au dernier étage pour descendre. C'était pas accessible aux handicapés, donc l'accessibilité, la rénovation était nécessaire de ce fait et ils ont misé sur le côté justement transparence. Donc il y a ce totem qui est un espace référent majeur. Et donc ça c'est ce que j'ai vraiment extrait c'est ce qui ressort du dossier d'architecte. Il y a aussi l'arrière des espèces de sculptures qu'on voit en façade. Donc c'est Robert Juvin qui a fait ça. C'est un espèce de bas-relief, une topographie un peu originale qui reprend l'idée du poinçon gravé. Donc ça fait comme des points de diamant. Ça ressort de la façade. Et derrière ce bas-relief, il y a des croisillons qui sont devenus l'identité graphique du musée de la Poste. Donc, qu'est-ce que j'ai extrait d'autre? Ah oui, l'ambiance aussi très blanche. Alors ça, rendre du blanc au niveau d'un timbre, c'est pas facile, donc c'est pour ça que j'ai opté pour une couleur très sobre, le bleu marine. Voilà, donc je vais vous montrer les différentes... donc ça, c'est le timbre que j'ai réalisé à droite. Et à gauche, c'était le timbre de Feulpin qui a été gravé en 1973. C'est le dernier timbre du musée de la Poste, donc qui mettait en scène cette façade
de André Châtelain et avec les fresques de Robert Juvin. Donc là, vous voyez sur la partie droite le timbre qui fait en fait un clin d'œil. Donc j'ai fait ma vision du totem en plein milieu du timbre. C'est un peu conceptuel, hein, parce que pour ce timbre, je me suis un peu lâchée. Je me suis dit, je suis mise en concurrence, j'ai peu de chances de gagner, donc j'y vais. Je jette mon geste et je suis libre sur la création. Donc en fait, l'idée, c'était de montrer le décloisonnement entre les étages. Donc j'ai refait une typographie avec des décrochements et j'ai fait comme s'il y avait des raies lumineux qui partent de la typographie. Donc c'est censé symboliser le totem. Après, évidemment, j'ai mis la façade de Robert Juvin et la partie aussi croisillon. Je l'ai fait comme un peu inachevé, sûrement qu'à l'époque, j'étais en mode, c'était encore un chantier. Donc, je voulais faire un clin d'œil justement au côté pas fini. Donc, ça part du centre et ça s'éclate vers les bords. Et aussi, ça exprime la notion de collection de timbres, quelque part. Toutes ces petites choses, c'est des timbres. Donc là, évidemment, c'est la maquette. J'ai pas scanné le timbre, mais on est à l'étape maquette. Donc là, vous avez des photos du chantier. C'est ce qui m'a été transmis pendant la réalisation. La charte graphique, où on voit qu'ils reprennent la notion de pli, la notion de triangle. Voilà, donc mes recherches. Là, c'est la façade. Donc, vous voyez aussi sur la façade que cette notion de croisillon est reprise aussi sur tout ce qui est vitrine. Et pour alléger la façade, il faut un système aussi de totem. Là, vous avez un aperçu de la colonne totem qui traverse le bâtiment sur les 5 étages. Et il y a 3 étages qui sont consacrés donc à la visite au public, donc qui sont les métiers de la poste. Je sais plus trop l'histoire du timbre et la partie mail art. Voilà. Et ça, c'est les projets refusés. Donc, vous voyez, à gauche, c'est des projets un petit peu plus vintage, un peu moins comme actuels. Mais il me semblait important de montrer aussi le côté petites icônes de la poste et avec une évolution, par exemple, du logo et la référence à Paris avec la Tour Eiffel. Alors, comme le projet était très complet, voilà, j'ai fait aussi la Lisa, donc très simple, avec un facteur. Le souvenir aussi très très sobre. Et j'ai fait la mise en page du document philatélique. Vous avez les projets refusés d'Elisa. Moi, j'aime bien montrer les projets refusés parce que c'est aussi souvent des projets qu'on aime et qui sont pas toujours choisis. On peut pas tout montrer. Tout comme dans un timbre, on peut pas tout montrer. C'est toujours un parti pris. Donc voilà. C'est très variable, hein, ça dépend. Pour la conception d'une maquette, on a un forfait d'à peu près 3 semaines. Sauf Ok. quand on est très très pressé, auquel cas ça peut durer 1 semaine et là on s'adapte. Mais globalement, c'est 3 semaines pour concevoir au moins 3 maquettes. Après, pour réaliser une gravure, à partir du moment où on reçoit le poinçon, alors je sais plus parce que les délais ont été un peu raccourcis, mais je dirais peut-être 15 jours. Et évidemment, on bosse pas 15 jours, mais on bosse peut-être, ça dépend aussi s'il y a une plaque ou deux. On peut bosser, je dirais, le minimum, c'est peut-être une vingtaine d'heures et le maximum, c'est peut-être 60 heures, quoi. Voilà, 60 ou... Donc, voilà. J'avoue que j'ai jamais trop calculé. Pourtant, j'en ai fait 250. J'ai eu 250 possibilités de le faire. En fait, ça m'amuse pas trop de calculer parce que c'est quelque chose, qui se fait avec des arrêts et mettre un chrono quand on commence et quand on arrête, je suis pas trop là-dedans en fait.
Et puis ça dépend Du tellement coup, de la charge. Enfin, quand ça, il y a plein de trucs à graver sur une plaque, on met pas le même temps que s'il y avait un tout petit motif. Si par exemple c'est une photo, parce que par exemple moi j'ai fait mes armes sur le poinçon du DocFi. Je sais pas si vous oui, connaissez ce document-là. Et souvent, bah, c'est des timbres offset à réinterpréter en gravure. Donc là, pour le coup, c'est assez costaud. oui, Donc oui, oui. voilà, c'est de l'interprétation. Bon, les débuts dans la gravure, bah, en fait, j'ai été quasiment en mode école. J'ai eu une chance inouïe parce que de 2004 à 2005, j'ai été en compagnonnage quelque part avec Hmm. Jumelé Larivière, où il me faisait travailler sur des poinçons d'exercice, donc les fameux poinçons de documents philatéliques. Après, j'ai fait des œuvres personnelles et du coup, ben, ça a vraiment consolidé une base. Et à partir de là, ben, j'ai travaillé de façon. En fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est du Hmm. travail perso. Et c'est plus on en fait, malheureusement, plus on en fait, de meilleur on devient, et plus on en fait, plus on a de crédit par rapport aux clients, et plus ils donnent du travail, et c'est l'effet boule de neige. Donc c'est vrai que quand on grave pas très souvent, ben, c'est moins facile pour être à l'aise et pour faire une œuvre réussie, quoi. Ah non, ah non, 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 parce qu'en fait, on fait notre fameuse maquette et on l'envoie sur le site industriel de Boulazac. Et il y a une ou deux personnes qui sont vraiment spécialisées pour reproduire cette maquette en mode émulsion photographique sur la surface d'un poinçon. Et D'accord. c'est ça qu'on reçoit pour après faire le contour du motif et de graver, ciseler dans le métal pour obtenir les valeurs. Parce que c'est un jeu d'ombre. Alors c'est un peu particulier parce qu'on grave en noir et blanc, Mhm. une maquette qui sera au final imprimée en couleur. Oui. Donc en fait, il faut avoir la translation de ce que ça va donner après en couleur, avec Hmm. juste l'intensité du creux particulier, hein. C'est difficile à expliquer comme ça. Il faut mieux aller visiter l'imprimerie des Ouais. timbres ou alors sur un salon. Il y a des fois des démos et du coup, c'est plus facile de montrer un objet. Vous gravez en miroir, c'est-à-dire que l'image apparaît à l'envers de ce que vous gravez. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On grave en miroir, y compris les lettrages. On grave tout en miroir. Après, c'est une petite gymnastique, mais Mm. ouais, ouais. C'est le principe de l'imprimerie, en fait. Voilà, donc Mm. le petit poinçon qu'on fait, la matrice, en fait, c'est le point de départ de ce qui sera après dupliqué sur les viroles d'impression et qui, du coup, bah, donnera lieu à des planches complètes de timbres. J'en ai une là, donc la fameuse théâtre des Champs-Élysées. Donc on Oui. voit que bah, à la base, c'était ce tout petit motif gravé à la main. Non, pas du tout. En fait, c'est une charte hein, qui est imposée par la Poste. Donc, en l'occurrence, c'est la typo Montserrat. Et tout est normé. C'est-à-dire que la disposition est déjà préconçue. Après, on prend le modèle qu'on veut, mais on a de la liberté de création au niveau du choix du cadrage, du traitement graphique et du choix des couleurs. Après, c'est un travail de commande et c'est très normé. Je pense qu'ils ont mis ça en place pour assurer une identité graphique au sein des produits postaux, pour pas que ça parte dans tous les sens. Alors que bon, moi, je suis quand même, enfin, je trouve ça bien. Après, ça va dans le sens aussi, je vais dire quelque chose, un gros mot, mais dans le sens de la normalisation de 2020. C'est-à-dire qu'avant, des grands artistes comme De Caris, bah, intégraient tous les lettrages et tout au sein de la maquette et ça donnait lieu à des compositions complètes. Mm.
parfois étaient super intéressantes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un petit... La cantine. Non, en fait, le côté curiosité, évidemment, de la succession des ateliers, l'atelier taille douce, évidemment, mais là, pour le coup, je presse pour ma paroisse, la partie, évidemment, toute la chaîne de fabrication de la gravure, qui part de l'atelier taille douce aux ateliers en grand, la partie aussi numérique qui est super intéressante, et voilà, qui fait partie de l'ensemble de la fabrication du timbre en taille douce. Après, je connais moins tout ce qui est offset, la fabrication des clichés Helio et tout. Enfin, je connais le principe, mais c'est moins mon dada. Et je pense que l'imprimerie des timbres est une rareté qu'il faut préserver. Et il faut continuer à se battre pour que le timbre en taille douce existe. Et voilà. Ah oui, bien sûr, quand on crée, on ne part pas de rien. On a toujours une iconographie qui a été achetée par la Poste auprès de boîtes d'iconos, parce qu'il y a les histoires de droit. Et ils sont très tenus par ça, comme c'est une grosse boîte, ils sont très régulièrement attaqués. Et du coup, ils se bordent un maximum. Et quand on fait un portrait ou quoi, c'est toujours une image à représenter. Donc, on part pas de rien et la Poste fait les choses très proprement pour se garantir aussi. Parce que c'est des aussi où il faut se garantir de partout. Après, évidemment, c'est soumis aux ayants droit, la proposition, surtout pour un timbre en taille douce, qui est quand même une technique un peu compliquée pour rendre compte d'un portrait tout en nuances. Et on n'a que des points, des traits, des pointerets, des trames, pour rendre compte d'un visage. Donc souvent, c'est assez violent. Et les ayants droit, ils sont pas toujours prêts à voir leur grand-père ou leur père ou leur mère timbrifié comme ça. J'ai souvenir d'un souci avec le prince Albert. Voilà, ouais. Pour Monaco, c'était pas moi qui avais fait le timbre, c'était il y a eu beaucoup de gens qui se sont essayés à faire son portrait. Il y a eu Claude Jumelet, je crois. Il y a eu Monsieur Mordant. Non, si, Monsieur Mordant, qui avait fait un dessin qui expose chez vous d'ailleurs. Là, oui, Thierry Mordant, absolument, qui est dans l'exposition. Et il y a Monsieur Mork aussi, qui est un graveur suédois, qui travaille pour la Poste. Donc, non, mais c'est pas simple. Oui, bien sûr, j'ai pratiqué la GAO, c'est-à-dire que même si tous les poinçons de timbre sont gravés à la main, après il faut les numériser avec un scan haute définition et puis ensuite faire un fichier exploitable pour la gravure en grosse série. Donc là, on appelle ça l'atelier GAO et bien sûr, comme les métiers ont évolué, le graveur maison ne retouche plus les clichés qui étaient faits mécaniquement. Avant, c'était par un système de transfert molette. On sémentait le poinçon pour le rendre dur. Ensuite, on venait faire une prise d'empreinte avec une molette. Cette molette, on l'a dupliquée autant de fois qu'il y a de timbre sur une planche de timbre, sur des viroles d'impression. Et après, des fois, il y avait des pétouilles, il y avait des poussières ou quoi, et là, les graveurs intervenaient, ou s'il fallait changer une valeur, ou je sais pas. Et du coup, là, il n'y a plus tout ça, puisque maintenant, bien sûr, vous imaginez que ce process qui prenait une semaine, maintenant, il est réduit en une nuit avec un procédé de gravure laser. Et du coup, le graveur, son métier a évolué avec l'évolution des technologies. Donc, le graveur est un graveur aussi numérique. Quand on s'y connaît, oui, moi je dirais oui. En fait, la GAO, quand on utilise la GAO pour, par exemple, traduire le poinçon du document philatélique qui n'est plus fait à la main,
qui n'est plus fait par les artistes graveurs, et c'est fait numériquement, donc c'est fait dans le sens du dessin, mais c'est pas fait à la main, donc les traits qui se succèdent sont faits par des logiciels, des plugins, donc on voit que c'est très, pas mécanique, mais très répétitif et très régulier. Mm. Donc quand on s'y connaît un peu, oui, on s'aperçoit que la GAO a une patte un peu particulière, ouais. Mais par exemple, pour un amateur totalement néophyte, on verrait pas trop la différence, quoi. Je suis pas sûre. Ouais. Enfin, en fait, je pense qu'un néophyte, il regarde le timbre par rapport au contraste, aux couleurs, au sujet, mais il va pas enfin voilà, il va pas dans le détail à ce point-là. Graveur jeune génération, ouais, bah Pierre, ça fait partie des graveurs les plus jeunes. Et, il est de 89, donc c'est un jeune artiste. Il y a depuis peu un certain monsieur Gentil, Louis Gentil, voilà, qui vient de faire un timbre pour Andorre sur Napoléon. Donc ça, c'est le dernier arrivé. Il y a moi que j'ai accompagné dans la réalisation des tests pour pérenniser le métier, et puis aussi pour parce que les gens s'intéressent. Et il y a beaucoup de graveurs qui voudraient, je pense, faire du timbre. Donc il y a eu Louis Boursier, Sarah Lazarevic, Sarah Bougot, Lynn Filon, Christophe Laborde, Sophie Beaujard. Donc voilà, Mhm. La fille d'Yves Beaujard, hein, rappelons. Hein. la fille d'Yves Beaujard, ouais, Ouais. ouais. Tout aussi douée que son père, qui dessine comme elle grave en fait. Elle a une particularité, c'est que elle a en main la technique banknote, billet de banque en fait. Mhm. Donc, ça lui permet de faire des portraits exceptionnels. C'est une technique qui consiste à organiser les traits sur le visage de manière heureuse. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous avez regardé un billet de banque de près. Mhm. Bah voilà, il y a une espèce de science de l'enchevêtrement des trames pour faire venir le côté modelé. Donc les trames, à un moment, se séparent, et puis il y a des modulations avec des petits points pour faire l'effet peau. Et voilà. Donc ça, c'est en pratique sur les billets de banque. Donc sur les billets de banque, c'est souvent très grand comme motif, et du coup, les traits sont très serrés. Mais sur le timbre, c'est beaucoup plus dur, parce que là, pour le coup, on a moins de surface d'expression. Donc il faut faire efficace et avec peu de traits. Et du coup, la moindre commissure de lèvres qui part de travers, la ressemblance, elle passe à côté. Et du coup, Mhm. c'est vraiment un art, le portrait, très technique, très technique. Donc Sophie Beaujard le manie à merveille. Il y a aussi Martin Mork, un graveur suédois, Pierre Albuisson, Yves Beaujard. Voilà, c'est des gens qui s'attachent beaucoup à la gravure de portrait, en plus. Avec le regard que j'ai sur la production, je suis quand même globalement plus axée architecture dans tout ce que j'ai fait. Par exemple, la cathédrale de Reims, qui a été un bloc que j'ai adoré faire. J'aurais pu le présenter ce soir. Voilà, ça a été un grand bonheur, et c'est encore un élément d'architecture, quoi. Ouais. C'est la dominante du coup de votre travail de gravure, Ouais, l'architecture? je dirais que, en tout cas, au niveau probabilité, dans tous les sujets de timbres que j'ai pu traiter, c'est ce qui ressort. C'est vraiment la dominante. Ça va du port de La Rochelle, à la cathédrale de Reims, au théâtre des Champs-Élysées, le musée de la Poste. Enfin, Qu'est-ce qui vous motive particulièrement dans la représentation de l'architecture? C'est comme ça ça ou... me motive parce que je suis très sensible à ça, je pense. Après, vous savez, on choisit pas. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que plus on fait, plus on a de crédit pour les gens qui donnent le travail. Ils se disent, ben, il est bon dans tel secteur, on va lui donner, on pense que ça va être bien, et voilà. Et du coup, ça se passe un peu comme ça aussi. Et enfin, malgré tout le monde, quelque part, Mhm. c'est comme ça, hein, et puis moi, je pense que du coup, comme j'aime l'architecture, ben, je propose des maquettes
qui reflètent mon goût pour ça. Il y a la République tchèque, hein, la Suède aussi. Ouais, à un moment, avec ATG, on avait fait une collaboration avec Théodore Champion où on avait sorti un album de taille douce européenne. Et on s'aperçoit qu'il y en a un peu partout, mais elle est plus ou moins heureuse. Mmh. Et je pense que la France se situe vraiment bien au niveau mondial par rapport aux teintes gravées de ce que je connais. Je crois que la taille douce, qui plus est, a une audience particulière en France et est un patrimoine qui a pratiquement disparu dans d'autres pays, hein. C'est Tout vrai à que ça fait. nous Aux États-Unis, par exemple, mmh. c'est plus d'actualité, quoi. Moi, je pense que l'Angleterre est pas mal là-dessus. Il y a quelques années, j'avais été visiter le Royal Mail et c'est très sympa le musée. Et puis, je trouve que leurs productions sont plutôt sympathiques. Mmh. Après, c'est au niveau taille douce, je pense qu'ils sont meilleurs en offset qu'en taille douce. Et de l'efficacité des visuels, je trouve qu'ils sont pas mauvais. Bon, voilà, c'est très personnel. Alice Bigot est en train d'établir, donc elle a déjà fait une bonne partie du dossier, et elle fait valider toutes les fiches artistes. Par artiste, elle a fait un dossier très très détaillé sur les pratiques de chacun. Et elle est en mode validation de ça, et il devrait être déposé premier rendez-vous de dépôt au mois d'octobre. Donc très bientôt, voilà. Après, moi, c'est pas un sujet que je connais sur le bout des doigts, des ongles. C'est surtout Pascal Rabier qui s'en occupe de ça. La gravure, c'est une discipline où on se casse un peu. Au niveau du cou, il faut avoir une superbe position parce que sinon, ça peut être désastreux. En fait, c'est un métier où il faut retenir le geste et Mmh. pousser en même temps. Donc, c'est tout en tension. Moi, je me rappelle qu'au début, j'étais crevée, quoi. Quand les premiers mois où je travaillais là-dedans, c'était... C'est vrai que quand on fait de la gravure, c'est comme une discipline un peu zen. On est vraiment dans une bulle. Donc en ça, oui, c'est important. Et puis même quand on crée, quand on cherche des idées et tout, on n'est pas toujours voilà, avec les autres. On est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans ses recherches. Et voilà quoi. En ça, bah, c'est un travail un peu intellectuel aussi, même si c'est axé sur l'expression par les images. C'est aussi beaucoup de la genèse se fait dans la tête, quoi. Peut-être Pierre Albuisson est très comme ça, encore qu'il fait de la musique et il a une vie sociale, mais il habite à la campagne, et il aime les choses très calmes, il dédie sa vie à la gravure, à l'art. Moi aussi, mais j'ai des enfants, je fais de la danse, je fais de la musique, je bouge, donc voilà, j'ai une nature posée, mais je sais aussi bouger, quoi. Et j'ai besoin de tout. C'est aussi pourquoi j'ai toujours travaillé dans des industries, en fait. J'aurais pu me mettre à mon compte, mais en fait, travailler seule tout le temps, ça, je pense que ça me conviendrait pas vraiment, parce que j'ai besoin du travail en groupe, de travail en usine, avec, même si des fois c'est chiant, des fois c'est contraignant, ben en fait, le fait d'être un artiste dans une usine, c'est quand même assez palpitant, parce que tout ce qu'on fait à notre petite échelle artisanale, que ce soit le filigrane ou le billet de banque, ça devient quelque chose d'assez géant en grandeur nature et exploité par 300 personnes derrière, voilà, qui viennent fabriquer le produit, quoi. Dans les salons Fila, ouais, bien sûr. Ben, je pense que ça a manqué à tout le monde pendant le confinement, là. Tout cet aspect social, bien sûr, ça me manque. Bien sûr, ça me manque. Et puis, et j'ai fait un 360, enfin, un 180 degrés. Je me suis retournée complètement quand j'ai intégré la Banque de France, parce que
Autant à la Poste, c'était très bienvenu de communiquer sur son métier. Autant à la Banque de France, directement, on m'a dit que c'était juste pas possible de livrer les secrets de fabrication par rapport à ça, pour des soucis de sécurité déjà, de Ah ma oui, j'imagine bien. sécurité, et puis ensuite parce que c'est des savoir-faire qui sont des, voilà, des secrets. En fait, je suis très contente et c'était aussi vu avec la Banque de France, très contente de conserver cette partie création de timbres, et puis je suis très contente de revoir mes amis du timbre, mes anciens collègues, et puis les philatélistes on va revoir là au salon d'automne bientôt. J'ai eu 3 stagiaires que j'ai formés à faire du timbre. Moi, ils sont restés 2 mois la plupart du temps, donc c'est très peu, hein. Mais ils ont eu le temps de faire 2-3 poinçons et repartir avec leur projet, et de voir comment on travaille en entreprise, quoi. Souvent, c'était des stages de fin d'études où les jeunes cherchent en fait aussi ce qu'ils veulent faire. Ils bénéficient d'une convention par l'école, et puis voilà. En général, ces jeunes-là, soit ils sortent de l'école Boulle, soit ils sortent de l'école Estienne, et c'est des jeunes qui sont très jeunes, parce que c'est un bac+2 maintenant, le diplôme de métier d'art. Donc souvent, ils continuent leurs études, et il y en a quelques-uns qui veulent travailler directement. Par exemple, Pierre Barra, lui, il est arrivé, il avait 19-20 ans à l'imprimerie. Du coup, voilà, il y en a qui sont intéressés pour travailler directement, et il y en a, ils continuent, ils font les arts déco, d'autres écoles, voilà. Parce qu'ils ont 19 ans, et c'est un peu juste, hein, encore. Et il y en a qui changent complètement aussi, des étudiants d'école estienne, parce qu'il y a à peu près 10 étudiants qui sortent par an du diplôme de métier d'art, et ils continuent souvent, ou alors ils changent carrément de branche, parce que c'est assez cruel ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Donc c'est les parents qui encouragent leurs enfants à faire ces études-là, c'est une petite prise de risque. J'ai une stagiaire qui est devenue instite, par exemple. Elle a changé complètement, elle. Ouais, le diplôme de métier d'art doit assurer une équivalence, mais voilà, quoi. Mais globalement, après, l'école Estienne, c'est une école sensationnelle qui forme. C'est une carte de visite d'enfer. Il y a que des professionnels qui enseignent là-bas, donc il y a un enseignement de qualité, et souvent on a du boulot, même si c'est pas en tant que graveur, ça peut être en tant que graphiste. Enfin voilà. Non, on pense pas à ça du tout. Quand on est étudiant et tout, on a la vision que des ateliers qui nous prennent en stage. Donc en l'occurrence, c'est des petits ateliers la plupart du temps. Et parce que dans ces grosses entités, il y a aussi le côté confidentialité, où on peut pas faire venir non plus n'importe qui. Et du coup, non, on a vraiment la notion qu'on va faire carrière. Soit en indépendant, soit dans des petits ateliers. Et moi, en fait, ça a été vraiment des concours de circonstances. Le coup de la candidature spontanée, je l'avais oublié quand j'ai envoyé en 2000 la candidature spontanée, qui m'ont rappelé en 2004. Et voilà, c'était très, très curieux, très amusant, quoi. Donc, comme quoi, ces candidatures spontanées, c'est pas à négliger. Et en septembre 2020, enfin en juin 2020, j'ai été contactée via LinkedIn, les réseaux professionnels là, pour remplacer ce graveur. Donc j'ai été retenue. C'était pas une candidature spontanée, mais je me suis dit que c'était l'occasion, parce que je suis toujours curieuse de progresser au niveau technique, en gravure. Si je pouvais encore aller dans plein d'autres vies ailleurs, je le ferais, quoi. Et en plus, je pense que par aussi héritage familial,
Je suis aussi attirée par ce genre d'entité parce que mes parents étaient dans l'éducation nationale, donc le côté grosse institution, tout ça, c'est c'est euh, c'est aussi quelque chose, un ancrage assez familial et qui me va. Alors moi, je vous remercie hein, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler du travail. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à l'imprimerie des timbres, donc ça s'inscrit dans la continuité de ça. Et, euh, et voilà, et vive le timbre, et vive le timbre gravé. Et voilà. Vive absolument, vive le timbre, vive le timbre gravé et un grand merci à tous les gens qui nous remercient. Merci à vous surtout d'être là. Merci de suivre ces conférences du Musée de la Poste. Merci d'avoir été présent et très réactif sur le chat ce soir. C'était un vrai plaisir. Puis surtout, Elsa, merci à vous et à bientôt au salon, à tous.